Bonjour Cyril, merci de nous accompagner aujourd'hui pour un nouveau podcast sur Cryptost. On est dans un cadre un petit peu sympathique, on est à l'occasion de ETHCC 6, la 6e édition de cet événement majeur au sujet d'Ethereum et de tout son écosystème. Et justement, on a profité pour te recevoir ici sur Cryptost pour un podcast où tu vas nous parler de Swap, qui est donc ton projet, ton entreprise. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, j'aimerais que tu te présentes et que tu nous parles de ton parcours et ce qui t'a poussé à rejoindre le monde du Web3 et des cryptos. Salut Lilian, écoute, merci de me recevoir aujourd'hui, ravi d'être avec toi. Pour me présenter rapidement, donc moi je suis Cyril, je suis cofondateur de Swap, on est deux cofondateurs. J'ai un parcours assez traditionnel, j'ai fait un master en finance à HEC, après j'ai travaillé dans un cabinet de conseil en stratégie qui s'appelle le BCG, où j'ai pas mal bossé dans tout ce qui était secteur de l'industrie financière, des banques, des asset managers. Et puis en 2021, j'ai voulu monter une boîte. Donc j'ai rejoint un programme qui s'appelle Entrepreneur First, qui est un programme en fait qui permet à des gens qui souhaitent monter des boîtes mais qui ne savent pas forcément par où commencer, qui n'ont pas forcément réfléchi à une idée, de trouver un cofondateur qui est complémentaire d'eux. Okay. Et puis de commencer à bosser ensemble sur un projet, de tester la relation de cofondateur. Okay. Et c'est à cette occasion que j'ai fait deux rencontres. Une rencontre avec David, du coup, qui est mon associé aujourd'hui. Et puis aussi une rencontre vraiment avec la DeFi, où c'est à ce moment-là où je suis vraiment rentré dans le vif du sujet et que je suis tombé un peu amoureux de cette industrie. En fait, la raison pour laquelle j'ai voulu, je souhaite me construire en DeFi, c'est que j'ai toujours beaucoup aimé la finance. Et en fait, il y a deux choses qui m'ont toujours frustré en finance. La première, c'est la rigidité de l'écosystème qui est liée à la fois à la réglementation, au fait qu'il y ait des acteurs qui sont établis depuis plusieurs dizaines, voire centaines d'années. Et voilà. Et puis la deuxième chose qui m'a frustré, c'est un peu la culture assez hiérarchique qui vient de plusieurs facteurs, dont l'un qui est que la finance en fait c'est beaucoup développé dans les années 80, donc il y a un effet générationnel je pense aussi. Et en fait la DeFi, ça permet de reconstruire un système financier de zéro, un système financier qui est plus juste, qui est plus efficient aussi, et plus transparent. Et en fait le fait de pouvoir recommencer de zéro, c'est quelque chose qui m'a énormément plu. Parce qu'il y a des possibilités, les innovations sont énormes, il y a vraiment un gros impact à pouvoir avoir. Et puis la deuxième chose, c'est qu'après, voilà, j'aime bien l'esprit crypto très, très ouvert. Donc c'est comme ça que je me suis lancé en DeFi. Et puis donc dans le cadre de ce programme, avec David, on a lancé Swap. Et donc ton associé, lui, a plutôt le profil tech, toi, l'expérience finance. Et tu as voulu vraiment prendre tous les points négatifs de la finance et les contrebalancer dans Swap pour les résoudre grâce à la DeFi notamment. Donc tu es arrivé à peu près en quelle année dans les cryptos ? Alors, j'ai commencé à acheter mes premières cryptos pendant le bull run d'avant, donc celui 2017-2018. Après, pour être tout à fait honnête, j'étais pas... c'était très de loin. Et après, je me suis vraiment replongé en 2021, quand j'ai commencé à voir l'opportunité qu'il y avait en DeFi. Ouais. Et en fait, je suis rentré directement en montant mon projet. D'accord. Justement, vous êtes arrivé en octobre 2021, c'est ça ? C'est la date de lancement de Swap. Vous avez vous étiez un peu au top du bull run. Ouais. Après, vous avez connu qu'une période de bear market. Moi, j'avais une question. On se pose souvent cette question-là quand on entreprend dans le Web3. On dit, c'est vrai que ça peut être intéressant de se lancer en plein bull run. Est-ce que pour vous, le fait d'avoir connu le bear market, c'était plutôt un aspect positif ? Ça vous a permis de vous lancer tranquillement ou pas ? Est-ce que ça vous a permis aussi peut-être, par exemple, de vous retirer toute la pression, d'avoir la communauté qui est derrière, qui pousse pour que le projet se développe très vite ? Comment ça se passe de ton côté ? Comment tu as vécu cette expérience ? Moi, j'avoue que je préfère dans les différentes phases qu'il y a eu avec Swap, je préfère le bear market parce que pendant le bull, en fait, nous, on a toujours eu un point de vue qui était un peu boring, un peu ennuyeux du point de vue d'un investisseur crypto en bull run où on te dit WAGMI. C'est pas le premier projet qui va attirer l'œil d'un investisseur qui débute et qui arrive dans les cryptos. C'est ça. Ouais. En fait, nous, l'impression qu'on avait pendant le bull run, c'était que c'était le bandit le plus agressif qui attirait le plus l'attention des gens. Et nous, c'est pas du tout notre angle. Donc en fait, pendant le bull run, on avait l'impression qu'on était un peu inaudible sur ce qu'on voulait faire. Alors que pendant le bear market, les ponzi se sont effondrés.
Et du coup, les gens ont commencé à regarder plus des projets qui ont une vision un peu plus long terme. Et du coup, on a l'impression qu'on arrive en tout cas mieux à ressortir dans un contexte de bear market que dans un contexte de bull market. Donc pour nous, c'était plutôt positif. En fait, nous, ce qu'on cherche à construire, c'est pas un protocole qui va pump au prochain cycle. C'est plutôt quelque chose qui sera encore là dans 10 ans. Parce que nous, notre vision, c'est vraiment que la DeFi, ça a vocation à devenir l'infrastructure du système financier, mais pas seulement du système financier crypto, du système financier dans son ensemble. Et en fait, ça nécessite, on est encore au tout début, parce que l'infrastructure n'est pas encore prête. Les produits financiers sont pas encore au niveau qui est nécessaire pour pouvoir onboarder tout le système financier sur la DeFi. Mais du coup, nous, on cherche vraiment à créer de la valeur sur le long terme qui va permettre d'atteindre cet objectif de rendre le système financier plus accessible à tous, plus transparent et puis plus efficient. Et justement, tu parles de tout ça. On n'a pas encore parlé du produit en lui-même. Est-ce que tu pourrais nous décrire Swap Finance pour ceux qui nous écoutent, très rapidement nous expliquer ce que c'est et ce que ça propose concrètement? Ouais, bien sûr. Alors, je vais le faire en mode DeFi native d'abord. Donc, Swap, c'est un Automated Market Maker, donc un AMM, qui se concentre sur les LP. En fait, nous, notre but, c'est de permettre aux LP d'avoir les meilleurs pools de liquidité où ils vont avoir les rendements les plus intéressants d'un point de vue ce qu'on appelle risk adjusted, c'est-à-dire voilà, pour un niveau de risque donné, avoir le meilleur rendement possible. D'accord. Voilà. Ok. Ça, c'est ce qu'on fait. Ouais, c'est très clair. Mais alors, du coup, tu as plein de notions que tu as abordées, LP, AMM, etc. On va peut-être commencer avec AMM puisque c'est le plus important. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous décrire ce que c'est qu'un AMM? Peut-être que certaines personnes qui nous écoutent savent déjà ce que c'est, mais c'est toujours intéressant de revenir dessus, en commençant par exemple avec une explication de ce que c'est qu'un market maker traditionnel et quelle est la différence donc avec un AMM en DeFi. Bien sûr. Alors, un market maker, en fait, c'est quelque chose qu'on pratique tous, globalement. L'exemple, peut-être le plus simple, auquel je pense que tout le monde a été confronté, c'est quand on va dans un pays étranger qui n'a pas la même devise que nous. Donc, par exemple, si vous allez aux États-Unis, vous allez devoir changer vos euros contre des dollars. Et en fait, un market maker, il a vocation à apporter de la liquidité sur un marché pour le rendre efficient. À quel problème ça renvoie? En fait, si vous allez aux États-Unis et qu'il n'y a pas de market maker, vous allez être obligé de trouver un Américain qui, en même moment, vient en France, est prêt à échanger la même quantité de dollars que vous voulez d'euros au même prix. C'est pas très pratique. Ouais. Et donc, ce que va faire un market maker, c'est que il va vous permettre d'échanger vos euros contre des dollars à un prix qui est très proche du marché. Il va prendre une commission qui est en fait la façon dont il se rémunère. Et vous, ça vous permet d'échanger simplement et de ne pas avoir à se tracasser la dette pour trouver quelqu'un d'autre. Okay. Et en fait, c'est le sujet du market making. Donc là, j'ai pris un exemple simple qu'on peut trouver dans la vie un peu de tous les jours. Alors peut-être pas tous les jours, mais quand on part en vacances, voilà. Et en fait, ce sujet du market making, il existe sur n'importe quel marché financier. Donc par exemple sur les actions, sur les produits dérivés, sur les bonds, donc sur les obligations. Et donc dès qu'un marché financier est liquide, il y a des market makers qui sont là pour permettre aux gens qui souhaitent acheter ou vendre de facilement échanger leurs actifs, et à chaque fois moyennement une commission. Ces market makers en finance traditionnelle, ce sont des fonds en fait qui ont à la fois des liquidités pour permettre en fait aux gens d'échanger. Il faut avoir un inventaire de liquidité important. Ils ont aussi des algorithmes qui permettent en fait de faire ce market making en limitant les risques. Donc ça c'est un autre point qui est très important et sur lequel nous on insiste beaucoup chez Swap. Et après il y a un troisième point qui est ils ont aussi une infrastructure qui leur permet de se connecter aux différents échanges et d'être suffisamment rapide pour pouvoir apporter les ordres. Donc voilà, donc ça c'est un market maker en version traditionnelle. Un AMM ensuite, c'est la version, on va dire, en finance décentralisée d'un market maker. En fait, les market makers en finance traditionnelle, ils ont 4 problèmes principaux qu'on a pu constater en crypto. Le premier problème, c'est que, alors ces market makers, en fait, à la fin, c'est des fonds qui génèrent des revenus. Et donc, en fait, c'est des stratégies financières.
donc d'investir du capital dans un market maker qui va faire fructifier le capital à partir de stratégies de market making. Le problème, c'est que ces stratégies, elles sont réservées à des gens qui sont capables d'apporter de la liquidité chez ces market makers traditionnels. Et ces gens, souvent, c'est soit des gens qui ont déjà beaucoup d'argent, ou alors c'est des institutions. Du coup, c'est pas très juste, en fait, parce que c'est pas décentralisé. Voilà. En fait, voilà, si toi, t'es quelqu'un qui a juste un portefeuille moyen, tu vas pas pouvoir avoir accès à ces produits-là. Donc, c'est réservé à des gens qui sont plutôt les plus aisés. Le deuxième problème, c'est que en fait, c'est pas transparent. T'es pas capable de savoir exactement ce que le market maker fait avec l'argent. Et ça engendre des problèmes qu'on a pu constater en crypto, malheureusement. Donc, des exemples de market makers qui ont provoqué des catastrophes à cause d'un manque de transparence qui, du coup, leur a permis de faire un peu n'importe quoi. C'est Alameda Research, par exemple, le market maker de FTX. Three Arrows Capital, qui était un fonds aussi, un hedge fund et market maker qui a fait banqueroute l'année dernière. Et ça, du coup, après, ça entraîne des effets de contagion sur le système financier. Le troisième problème, après, c'est qu'un market maker est custodial. Donc, ça veut dire qu'il a... En fait, quand tu déposes de la liquidité chez un market maker, c'est lui qui en a le contrôle. Et donc, si il y a quelque chose qui lui arrive, tu vas pas pouvoir récupérer tes fonds. C'est un peu comme sur les échanges centralisés. Une fois que tu as donné tes fonds, tu es un peu coincé. Donc, c'est un problème. Enfin, un exemple où ça s'est mal passé, c'est aussi FTX et Alameda, où il y a des projets qui avaient prêté des tokens pour que Alameda fasse le market making. Parce que, pour la petite différence, quand on parle de plateforme d'échange centralisée, on n'est pas sur des automated market makers, c'est plutôt dans le système finance traditionnel. Donc ce sont des apporteurs de liquidité qui permettent d'avoir la liquidité suffisante pour que nous, en tant qu'utilisateurs, on puisse réaliser nos échanges quasiment en instantané. C'est ça. Exactement. Il y a une vraie différence entre centralisé et décentralisé aussi dans le fonctionnement du market making. Et ben justement, tu parlais donc des plateformes d'échange centralisées, etc. Le principe de automated market maker, j'ai du mal avec, je vais dire AMM, ça va être plus simple. Le principe des AMM, bon, c'est pas vous qui l'avez amené sur le marché, ça existait déjà, notamment avec Uniswap par exemple. Et vous l'avez un petit peu amélioré, vous avez ajouté des petites touches, et notamment sur le risque. Ça, c'est un élément qui est important pour les utilisateurs, pour tous ceux qui se sont déjà confrontés à ce système-là, qui ont déjà essayé d'être apporteurs de liquidité. On se rend compte souvent qu'on a un des risques les plus compliqués, c'est celui de l'impermanent loss, c'est-à-dire de pouvoir potentiellement perdre de l'argent si la paire sur laquelle on s'est positionné subit des variations, c'est-à-dire un token va monter et l'autre descendre. On va pouvoir perdre de l'argent simplement par ce mécanisme-là. Vous avez réussi à réduire les risques autour de ça. Comment ça se passe? Comment vous avez réussi à atteindre cet objectif-là? Ouais, alors effectivement, tu as raison, le point de la performance, c'est les clés. En fait, un AMM par rapport à un market maker traditionnel, ça résout tous les problèmes que j'ai évoqués juste avant, de transparence, d'accessibilité, etc. Mais le problème, c'est que les performances des stratégies d'AMM, elles sont questionnables, c'est ce que tu venais de dire, l'impermanent loss, etc. Notamment, il y a plusieurs études qui ont montré que, en fait, en moyenne, les gens qui apportent de la liquidité sur les AMM traditionnels, comme Uniswap, en fait, ils perdent de l'argent. En fait, ils perdent de l'argent et avec un risque qui est très élevé. Donc, en fait, si tu réfléchis, c'est un peu la même structure de rendement qu'un produit de casino, que la roulette. C'est-à-dire que tu as une espérance de gain qui est négative, avec une variabilité qui est très forte. Donc en fait, tu as des chances de gagner beaucoup d'argent, mais tu as plus de chances d'en perdre beaucoup. Voilà. Ok, je comprends. Ça, c'est la situation aujourd'hui pour les LP sur les AMM, sur les paires non corrélées. Donc là, on ne parle pas de paires stables pour ceux qui sont déjà les utilisateurs les plus avertis de DeFi. Et alors, donc nous, ce qu'on a fait chez Swap, en fait, c'est que d'abord, on s'est demandé, ok, pourquoi est-ce que ces AMM qui résolvent tant de problèmes dans le market making traditionnel n'arrivent pas à délivrer des performances alors que, en fait, l'impermanent loss chez les market makers traditionnels, ça n'existe pas. Et alors, en fait, on a trouvé deux points principaux qui font que les AMM ne délivrent pas des performances intéressantes. Le premier, c'est une question de maths. En fait, le market making, ça existe depuis les années 80. C'est un sujet où il y a eu énormément de recherches académiques. Et en fait, l'équation qui est utilisée par les AMM pour définir le prix auquel les actifs sont échangés s'appelle la Constant Product Formula. C'est une équation très simple de type XY égale K. Et en fait, ce dont on s'est aperçu, c'est que cette équation, elle n'est pas du tout optimale
pour assurer des rendements qui ont un profil de risque intéressant au LP. Voilà, donc ça c'est le premier point. Donc nous, la façon dont on contre ça chez Swap, c'est qu'on a mis un accent énorme sur la recherche. On a un partenariat avec un institut qui fait de la recherche en finance, en économie et en maths, qui s'appelle l'Institut Louis Bachelier, et on bosse avec des mathématiciens, des chercheurs en market making qui sont issus de la finance traditionnelle, et on adapte les modèles les plus avancés de la finance traditionnelle aux spécificités de la finance décentralisée. Donc voilà, ça c'est notre première proposition de valeur, c'est apporter vraiment au LP ce qui se fait de meilleur en termes de modèles sur la finance centralisée. Le deuxième point où les AMM en fait perdent de l'argent quelque part pour leur LP, c'est sur le plan de l'information. En fait, il y a une règle un peu... c'est un peu les lois de la physique de la finance de marché, quoi. Si tu trades contre des gens qui sont plus informés que toi, ce que tu fais quand tu es LP dans un AMM traditionnel, tu es à peu près sûr de perdre de l'argent. Parce que quelqu'un qui est plus informé, il sait où va aller. Et du coup, il va forcément t'avoir. Et en gros, le problème des AMM traditionnels, c'est qu'ils ne regardent aucune information extérieure. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas ce qui se passe sur Binance, sur Coinbase, ou même sur les autres AMM, quand les prix évoluent. Et donc, du coup, ils sont toujours un peu en retard. Et il y a toujours des gens qui savent où vont le prix, qui vont aller échanger sur les pools. Ça s'appelle de l'arbitrage. Et donc, nous, ce qu'on a introduit chez Swap, c'est, en fait, on regarde quels sont les prix sur les autres échanges, et on introduit juste cette information dans les cotations qu'on fait pour les gens qui veulent trader. Et ça nous permet d'améliorer énormément les performances. Enfin, je pourrais donner quelques chiffres. Justement, j'allais te poser cette question. J'allais te demander de comparer peut-être avec des plateformes entre guillemets concurrentes de type Uniswap qui proposent un peu les mêmes services que vous. En termes de risque, par exemple, quels sont les pourcentages de risque chez vous et chez les autres, quels sont les pourcentages de rendement aussi que vous pouvez obtenir, puisque justement, du coup, vous pouvez obtenir des rendements plus intéressants. T'as des statistiques à nous proposer? J'ai plusieurs statistiques. Alors, en fait, donc Swap est live depuis 1 an sur la V1. Enfin, 1 an et 1 mois maintenant, même. Et la semaine dernière, on a lancé la V2. Alors, la V1, le but initial, c'était de montrer qu'on pouvait faire du market making sans impermanent loss ou avec une impermanent loss très faible. Il faut savoir que l'impermanent loss, sur les AMM traditionnels comme Uniswap, ça représente entre 0 et 30% par an à peu près, en termes de pertes pour les LP. C'est vraiment important. Pourquoi 0,30%? Parce qu'en fait, ça dépend de l'évolution des prix. Et si le prix revient au même niveau, du coup, tu es à 0% d'impermanent loss. Donc il y a une très forte variabilité en fait. Nous sur la V1 de Swap, on avait une pool avec du Bitcoin, de l'Ether et de l'USDC. On a fait 0,1% d'impermanent loss de façon consistante. Donc voilà. On a divisé par 3. Plus que ça. Plutôt par en fait, je dirais, c'est vraiment très variable, mais plutôt divisé par 100 quoi. Ah oui. Ok, je pensais que tu avais dit justement 0,3% de pertes chez les AMM traditionnels. Entre 0 et 30%. Entre 0 et 30%, d'accord, j'avais compris 0,30%. Ah oui, donc ça fait quand même une sacrée réduction pour vous. Donc vous perdez beaucoup moins et du coup les LP perdent beaucoup moins en utilisant Swap qu'en utilisant d'autres AMM. Alors en fait, sur les autres AMM, ils perdent en moyenne. Chez nous, ils gagnent en moyenne. D'accord. En gros. Alors après, c'est un produit financier, il y a des risques. Parfois ça peut, parfois ça fonctionne, ça fonctionne pas. Je mets juste un disclaimer quand même. Oui. Mais en gros, donc la V1 par exemple. Alors la V1, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une stratégie dite low risk, low return. Et ça, je pense que c'est un rappel qu'il faut faire peut-être à nos auditeurs. Si on vend un produit financier avec peu de risques et énormément de return, souvent c'est déjà un problème quelque part. Et il faut toujours mettre en relation le risque d'un produit avec son rendement. C'est important. En fait, la raison pour laquelle c'est pas possible d'avoir un produit qui a énormément c'est très rare d'avoir un produit qui a énormément de rendement et très peu de risque, c'est qu'en fait, normalement, les gens s'en aperçoivent et tout le monde va dedans et du coup, il y a le revenu total diminue et il est divisé entre tout le monde, donc ça diminue quoi. Donc, Swap V1, c'était une stratégie dite low risk, low return. Donc on avait un rendement qui était un niveau de risque qui était à peu près 10 fois inférieur aux AMM traditionnels
et avec un rendement net qui est de l'ordre de 1,3%, donc qui est assez faible, mais qui est supérieur à 0 contrairement aux AMM traditionnels. Et du coup, dans Swap V2, on a voulu apporter, enfin, on s'est rendu compte du coup que c'était pas forcément le produit qui intéressait en premier la plupart des utilisateurs DeFi. On a voulu apporter du coup plus de flexibilité à l'utilisateur en permettant d'aller chercher des modèles qui sont un peu plus agressifs et qui permettent d'accepter de prendre un peu plus de risques tout en étant plus en ayant des rendements plus intéressants. Donc en gros on a fait des simulations, on a créé un outil qui s'appelle l'AMM Simulator qui nous permet en fait de tester n'importe quelle stratégie d'AMM dans des milliers de conditions de marché différentes pour pouvoir évaluer son rendement moyen et son niveau de risque. Et du coup, selon ces simulations, Swap V2, ça peut aller chercher jusqu'à 9-10 fois plus de rendement que Swap V1, avec plus de risques. D'accord. Donc, in fine, l'objectif, c'est de pouvoir proposer aux investisseurs d'avoir accès à n'importe quelle stratégie selon leur profil d'investisseur. Ne plus avoir accès qu'à la stratégie low risk, low return, mais d'avoir vraiment tout le panel. Ouais, exactement. Ouais. Ok. Et la V2 est sortie la semaine dernière. Exactement. D'accord, ok, très bien. Tu parlais donc aussi du développement du protocole. La V2, c'était une étape très importante dans la roadmap. Vous l'aviez notamment mentionné lors de votre levée de fonds, puisque vous avez levé il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, je crois, 4,5 millions de dollars. Donc, grosse levée de fonds en plein bear market. Donc, c'est quand même une étape très importante. Qu'est-ce que ça a apporté d'autre? Est-ce que ça va vous permettre, par exemple, d'aller vous développer sur d'autres blockchains, proposer plus d'actifs, plus de pairs? Quelles sont les grosses étapes à venir avec cette V2? Bah écoute, c'est exactement ça. Okay. En fait, le maître mot de la V2, je dirais, c'est flexibilité. Et puis après, voilà, il y a des gains aussi de performance qu'on a fait par rapport à la V1 parce que on a pu itérer sur notre modèle et trouver des optimisations. Mais en gros, tu as une flexibilité au niveau des modèles où on peut aller chercher des niveaux de risque qui sont différents. Après, tu as une flexibilité au niveau des blockchains, comme tu l'as dit. En fait, sur la V1, on était uniquement sur Polygon. Sur la V2, on s'est lancé à la fois sur Ethereum et sur Polygon. Et en fait, sur la V1, on était contraint d'être sur Polygon parce qu'on utilisait des oracles on-chain qui ont une latence limitée. En fait, pour avoir les informations de prix dont je parlais tout à l'heure, le mieux pour nous, c'est de les avoir le plus rapidement possible. Et en gros, Polygon était la blockchain qui permettait d'avoir une rapidité suffisante. Dans la V2, en fait, on a choisi de changer d'infrastructure pour être plus flexible en termes de chaîne. Et ça nous permet en gros d'avoir, de réduire, d'améliorer la rapidité des flux d'informations, tout en allant sur différentes blockchains, en étant plus contraint par Polygon, et sans réduire la sécurité du protocole. Donc voilà, on a fait un changement d'infrastructure qui nous permet de réduire ces contraintes. Et ce changement d'infrastructure, il nous permet aussi de market-maker plus de tokens, d'avoir plus de pools avec des tokens différents. Donc sur la V1, on avait juste une pool avec de l'Ether, du BTC et de l'USDC. Sur la V2, alors pour l'instant, on reste assez traditionnel dans les actifs, mais on a des partenariats qui vont commencer à arriver. Donc on a une proposal qui a été votée sur Frax, qui est un stablecoin, pour en fait, en gros, Frax souhaite incentiver une pool en swap qui serait Ether Frax. D'accord. Donc voilà, il y a des choses intéressantes qui arrivent. Et on va diversifier les tokens qui sont. Et on parle de tokens, alors évidemment il y a une question qui me vient en tête. Vous avez annoncé plus ou moins la volonté de lancer votre propre token, mais d'une manière un petit peu particulière. Est-ce qu'on pourrait avoir plus d'informations éventuellement si vous avez avancé sur ces sujets-là, sur la tokenomics et sur le système de distribution aussi du token? Puisque je crois qu'en lisant un petit peu ce qui se disait sur les blogs, qu'il y avait éventuellement une distribution pour les early adopters. Donc est-ce que on va pas parler d'airdrop encore, mais en tout cas, comment est-ce que vous pensez la distribution et la tokenomics de ce futur token? Alors, nous, notre mantra depuis le début, c'est se dire, d'abord on fait un produit qui est utile pour les gens, et puis ensuite on ajoutera, on voit le token un peu comme un accélérateur du produit. Et du coup, et puis comme un moyen aussi, voilà, d'engager une communauté autour du produit et de le décentraliser. Aujourd'hui, on est plutôt concentré sur parfaire ce produit avant de lancer le token. On pense que c'est encore un peu trop tôt.
Cependant, on est aussi, on a aussi envie d'être un projet décentralisé et on a aussi envie de récompenser les early adopters du projet et de reconnaître leur engagement. Il y a des gens qui sont LP chez Swap depuis plus d'1 an, ce qui est assez rare en DeFi. Hein. Les gens sont assez... on change très rapidement de protocole. Et nous, on est très fiers de ça, du nombre de LP long terme qu'on a sur la plateforme. On a envie de récompenser ces gens. Donc c'est pour ça qu'on a toujours dit que oui, il y aura un token, parce que c'est un projet décentralisé qui a vocation à être pricé. Et deuxièmement, on souhaite récompenser les gens qui étaient là au début, quoi, qui ont pris plus de risques en étant utilisateurs de la plateforme. Donc c'est pour ça que en fait, quand tu es LP chez Swap, tu accumules des tokens qui seront donnés au moment où le token sera annoncé. Concernant la tokenomics et la date de lancement, j'ai pas la donner, désolé. Non, mais c'est pas grave. Tant pis, j'aurais essayé. Mais en termes de gouvernance, qu'est-ce que ça pourrait apporter pour le protocole d'avoir un token et éventuellement une DAO? Nous, si tu veux, on est un projet, on est un protocole. Donc, on pense que pour être résilient, pour être un des fondements, une des primitives de base du système financier, c'est très intéressant d'avoir un fonctionnement en DAO parce que ça garantit une résilience qui est extrêmement intéressante. Et puis c'est aussi un outil d'adoption, quoi. Ça permet de fédérer beaucoup plus rapidement des gens autour d'un projet et de l'adopter beaucoup plus rapidement. Donc on pense que aussi pour cette raison-là, c'est intéressant d'avoir un fonctionnement de ceci. Ok. Et j'avais une autre question. Vous êtes un projet français. Vous êtes basé à Paris, si je dis pas de bêtises. Je sais qu'on a pas mal de gens qui nous écoutent, qui ont l'ambition éventuellement de se rediriger vers le Web3, certains même qui participent aux formations des écoles avec qui on a été partenaire, à l'IRA par exemple. Est-ce que vous, avec cette récente levée de fonds notamment, est-ce que vous avez l'ambition de recruter des nouvelles personnes? Est-ce que c'est dans vos projets? Peut-être que ça pourrait intéresser certaines personnes qui nous écoutent. Alors pour l'instant, là on a déjà recruté en fait suite à la levée les personnes pour l'équipe pour la phase actuelle du projet. Après voilà, si vous souhaitez contribuer ou si vous avez des candidatures spontanées, vous pouvez toujours nous écrire. Vous pouvez aussi venir sur notre Discord, partager des idées, etc. Enfin, il y a plein de manières de contribuer chez Swap. Et c'est pas uniquement via une embauche chez Swap Labs, quoi, qui est la société qui pour l'instant contribue au développement. D'accord. Et quelles sont les grosses étapes à venir pour Swap dans les prochains mois? Alors là, nous, on se concentre vraiment sur le développement du produit et notamment son intégration dans l'écosystème DeFi. Ouais. Donc en fait, aujourd'hui, ce produit, il faut qu'il soit intégré avec différents partenaires pour qu'il puisse donner de la pleine mesure de son potentiel. Donc notamment, il y a tout ce qui est agrégateur. Donc aujourd'hui on est intégré par exemple avec Paraswap sur Polygon. D'accord. Il y a aussi d'autres acteurs avec lesquels on va s'intégrer. D'ailleurs je ne sais pas si vous avez vu, mais hier Uniswap a annoncé le lancement de son agrégateur. Ouais. Ce que ça veut dire concrètement pour Swap, c'est que maintenant Uniswap c'est plus un concurrent pour nous, c'est un partenaire. Ok. Et ça c'est un point qui je pense est important. En fait on voit que le marché il est en train de se structurer un peu de la même manière que en finance traditionnelle d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où les traders vont venir se connecter et échanger. Donc un peu comme Binance, Coinbase, Kraken, etc. Et il y a des gens qui vont plutôt être là pour opérer la liquidité, donc des market makers, donc en finance centralisée, Wintermute, Jump, etc. Et nous du coup ce qu'on ambitionne chez Swap, c'est d'être un opérateur de liquidité qui soit nativement DeFi, quoi. D'accord. Donc voilà, donc on est, c'est notre positionnement, et on voit que le marché se structure de cette manière, donc on trouve ça assez intéressant. Et après, on a d'autres intégrations, notamment à distribuer dans différents dashboards, avoir des partenariats un peu de distribution, et puis après, il y a aussi toute la notion de composabilité en DeFi, donc voir comment est-ce qu'on peut intégrer les pools de swap avec d'autres protocoles, pour créer des produits où tu vas pouvoir avoir différents niveaux de rendement. Alors du coup, où tu remplis des risques aussi, hein, je préfère. Mais ça intéresse certaines catégories d'utilisateurs en tout cas. Ouais. Ok, très bien. Bon, merci beaucoup pour le temps que tu nous as consacré. C'était très très clair et je pense que ça a permis à beaucoup de personnes de comprendre déjà le fonctionnement des AMM et puis de comprendre aussi la plus-value que vous apportez à ce marché-là.
On mettra évidemment tous les liens dans la description du projet. Donc merci encore pour ton temps et puis on se recroisera peut-être sur ETHCC. Ouais, bah merci Lilian. Merci.